Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le temps, en tout cas cet après-midi, pour participer à ce webinaire. Donc, nous sommes en présence du docteur et chirurgien esthétique, le docteur Saboy, qui est aussi en fait secrétaire général de la Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Et nous sommes en présence aussi de monsieur Yann Zagamé, qui est donc président directeur général de l'entreprise Medical Z. Aujourd'hui, on va vous faire un webinaire. Donc, du coup, ils vont vous faire un webinaire notamment sur la chirurgie mammaire, tout savoir sur l'augmentation, la réduction et la reconstruction. Et puis après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas soit à les poser dans le chat en bas, soit on y répondra de toute façon à la fin du webinaire. Donc, bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Donc, je vous laisse commencer, docteur. Très bien. Merci Manon, merci beaucoup, merci Yann Zagamé. Donc, nous allons parler de chirurgie mammaire. Alors, on doit parler d'augmentation mammaire, de diminution mammaire, mais également de reconstruction. Donc, nous allons démarrer avec l'augmentation mammaire. La première chose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des patientes qui demandent une augmentation mammaire. Il y a une image qui est un peu galvaudée où on dit bon, ben, c'est des femmes qui veulent des gros seins. C'est pas ça en réalité. Nous, dans notre créativité, c'est pas ça qu'on rencontre. Ce qu'on voit, c'est des patientes qui ont soit perdu leur volume mammaire après des grossesses, soit des patientes jeunes qui très vite se rendent compte, 2-3 ans après leur première règle, qu'elles n'ont pas de seins et qu'elles n'en auront pas. Et même en prenant une pilule, par exemple, elles n'ont pas de seins. Donc on voit bien qu'il y en a deux types de populations qui sont en souffrance, en fait. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'augmentation mammaire, à 90%, ça correspond à des patientes qui ont une vraie souffrance psychologique, un problème d'estime d'elles. Souffrance liée soit à l'agénésie du sein parce qu'il n'a jamais poussé, soit à la perte du sein, parce qu'après une grossesse et un allaitement, le sein s'est vidé. Et donc on voit qu'on a deux populations, des patientes 18-20 ans et des patientes 35-40 ans, qui en fait veulent les unes avoir des seins, les autres les retrouver. Ça, c'est la première chose, c'est l'idée qu'on a des patientes. La deuxième chose, c'est sur le volume. Pareil, on a l'impression que les patientes veulent des gros seins. C'est pas ça non plus du tout. Autant il y a des pays auxquels les volumes habituels sont importants, et c'est vrai que si on regarde par pays, par exemple, on voit bien qu'il y a des pays comme la France où l'augmentation moyenne va porter sur des 240-260 cc sur le volume de la prothèse, autant il y a des pays où on est sur des 400-450 cc. On voit bien que des pays d'Amérique latine ou aux États-Unis, ben, les volumes ils sont beaucoup plus importants que chez nous. Parce que l'image aussi qu'ils ont, l'idée que les femmes se font de leur sein, c'est pas la même que l'idée qu'on se fait chez nous. Alors peut-être qu'il reste une image des femmes un peu moins fortes en France, mais c'est vrai que l'augmentation moyenne chez nous est moins importante. Donc vous voyez, il y a des clichés autour de l'augmentation mammaire dont il faut se séparer, parce que c'est pas ça du tout. Enfin, du moins, dans mon activité, c'est pas ce que je rencontre. Et quand on en parle avec les collègues, c'est quand même globalement ça. Voilà. Donc, l'augmentation mammaire, c'est deux types de populations et sur des volumes quand même qui restent, on va dire, normaux et qui recherchent en fait des volumes, on pourrait dire autour de 90 B, 90 C, c'est les tailles de bonnet qui sont recherchées. Voilà pour nos patients, notre patientèle. Alors, le deuxième point sur les prothèses mammaires aujourd'hui, si vous en avez entendu parler, c'est tout ce qui s'est passé autour des complications liées aux prothèses elles-mêmes. Donc, première affaire, c'était l'affaire PIP, qui correspondait en fait à une fraude sur le produit, avec des prothèses qui avaient une enveloppe très fine. Normalement, il faut, je sais pas, 12 ou 20 couches, mettons, et il n'y avait que 2 ou 3. Et c'était des prothèses très fragiles, donc qui se rompaient facilement, et avec une fuite du silicone à l'intérieur, en fait, du sein. Et donc, on peut avoir des ganglions, des choses comme ça. Donc, il y avait des pathologies associées à cette fuite de silicone. Et en plus, probablement, un silicone qui n'était pas de nature médicale adaptée. Donc, tout ça, il y a toute une affaire autour. On a explanté toutes les patientes qui étaient porteuses de ces prothèses-là. On les a enlevées, parfois on a remplacées, etc. Et il y a toute une affaire médiatique, judiciaire autour. Ça s'est réglé, mais c'était lié vraiment à un problème de conception et de fabrication des prothèses. La deuxième affaire, c'est l'affaire des lymphomes sur prothèse, lymphome à grandes cellules, dont vous avez entendu parler aussi, qui a été à l'origine de 2-3 décès de patientes en France et autour de 75 ou 80 cas de lymphome dans le pays. Ça a amené une réflexion sur l'origine de ces lymphomes, et on s'est rendu compte en fait que c'était lié à la nature extérieure de la prothèse,
une espèce de granulé qui faisait un effet velcro et qui irritait en fait les tissus avoisinants. Et cette irritation, cette inflammation locale entraîne un lymphome. Donc du coup, la MSM a pris la décision d'arrêter tout ce type de la vente et la production et la pose de tout ce type de prothèses dans l'idée qu'il n'y aurait plus de lymphome. Et effectivement, il n'y a que des patients de ce type de prothèse qui ont un lymphome. Donc c'était logique qu'il y ait un arrêt de production. Donc il y a eu un arrêt de mise en place. Donc je vais vous en montrer, ça vous donne une idée de ce que ça représente. Donc depuis, on ne peut mettre que des prothèses lisses. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, une prothèse texturée, donc qui est à risque de lymphome, c'est une prothèse comme ça qui en général est texturée. Pourquoi? Parce qu'elle est anatomique. C'est-à-dire qu'elle permet de donner une forme au sein, vous voyez, et vous voyez cette texture, ce granulé superficiel, vous voyez, c'est vraiment ça qui fait l'effet velcro contre la peau et c'est ça qui fait l'inflammation. Le deuxième type de prothèse qui ont été interdites aussi, c'est celle en polyuréthane. Cette polyuréthane, c'est ça, vous voyez, c'est une espèce d'enveloppe très épaisse et cette enveloppe, en fait, elle va, avec le temps, se désagréger, disparaître et pareil, il y a des causes de lymphome à ce type de prothèse. Et donc, à la place de ça, on a maintenant l'autorisation de mettre uniquement des prothèses lisses. Vous voyez, la prothèse lisse, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, il n'y a aucune accroche du tout, du tout. Et avec ces prothèses lisses telles qu'on les pose aujourd'hui, ça fait des années, mais maintenant on pose quasiment exclusivement que ça, on n'a plus ce problème de lymphome. Donc, vous voyez, ces trois types de prothèses, deux texturées et polyuréthane, on ne les pose plus, et on ne pose que des lisses. Alors, les patientes, elles sont quand même au courant de cette histoire de lymphome et dont on nous en parle. Et c'est vrai que l'intérêt des prothèses texturées, c'était uniquement leur forme anatomique. Et cette forme anatomique, elle avait un intérêt pour les reconstructions mammaires. Lorsque vous enlevez une partie du sein, que vous avez un sein qui est vide, pour le reconstruire, eh bien, lorsque vous prenez une prothèse qui a une forme anatomique comme ça, vous voyez, c'est-à-dire cet aspect un peu en goutte d'eau, vous allez reconstruire plus facilement un sein que si vous avez une prothèse ronde, plate, qui ne donnera pas le volume nécessaire pour une reconstruction mammaire. Donc, c'est vrai que ça a été un problème pour les chirurgiens qui faisaient beaucoup de cancérologie, de perdre ce type de prothèse, mais ils sont adaptés et ils ont développé d'autres techniques. En particulier, une technique maintenant qui est quand même très, très utilisée, c'est tout ce qui est des greffes graisseuses dans le sein. Donc, dans l'augmentation mammaire, on peut faire des augmentations mammaires par prothèse, ce qu'on vient de voir. On peut aussi faire des augmentations mammaires par ce qu'on appelle l'hypofilling, c'est-à-dire remplissage de graisse. On remplit le sein avec de la graisse qu'on prélève sur la patiente elle-même, soit face interne des genoux, au niveau abdominal. Cette graisse, on va la purifier, on la centrifuge, on utilise des techniques, et on va la réinjecter, la mettre dans les seins pour augmenter le volume mammaire. On peut le faire dans un but esthétique, on peut aussi le faire dans un but de réparation, par exemple lorsqu'il y a une malformation, des seins tubéreux, des pectus, des zones un peu affaiblies ou moins volumineuses, mais on peut amener de la graisse de la patiente elle-même pour augmenter le volume, mais on peut aussi le faire en reconstruction. Lorsque le sein a été enlevé, amputé, eh bien, on peut apporter de la graisse pour redonner du volume. Donc, vous voyez, augmentation mammaire aujourd'hui, c'est prothèse mammaire lisse ou augmentation mammaire par greffe graisseuse, l'hypophilie. Alors, c'est vrai que ça sous-entend aussi, ces greffes graisseuses, plusieurs interventions parce qu'on a une perte. Lorsqu'on met de la graisse dans un sein, on sait que si on met 100 millilitres, en fait, il ne restera que peut-être 70 ou 80. Donc peut-être qu'il va falloir faire une deuxième intervention pour remettre de la graisse. Alors ça, ce problème de réintervention, c'est quelque chose dont on parle beaucoup de nos patientes parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jour où, par exemple, pour une prothèse mammaire, vous mettez en place une prothèse mammaire, ça veut dire que la patiente, elle sera réopérée. C'est une obligation parce qu'en fait, les prothèses ne vont pas rester en place. On parle de durée de vie, mais ça ne vit pas les prothèses. C'est un peu... Mais on va dire, la durée de mise en place au sein du corps, la prothèse, on conseille 10, voire 15 ans. Mais lorsqu'on met en place une prothèse à une jeune femme qui a 20 ans, on sait très bien qu'à 30, 35 ans, il faudra changer. Donc il faut lui dire, vous n'allez pas garder vos prothèses toute votre vie. Donc ça, c'est un point important. Mademoiselle, on va vous opérer là, vous serez opérée pour changer vos prothèses mammaires. Premier point. Deuxième point, vous pouvez très bien avoir un souci sur la prothèse, elle peut se rompre. On peut avoir une rupture. Souvent, c'est sur la tranche, la rupture. Vous voyez, il y a deux zones un peu sensibles, c'est le bord qui peut se fragiliser,
voyez, ici, vous voyez, par exemple, celle-là, on voit bien qu'il y a un point de faiblesse ici, ou ça peut être le patch à l'arrière, c'est l'endroit où le silicone est mis en place à l'intérieur de la prothèse. Il peut y avoir des ruptures au niveau du patch. Donc, on sait très bien qu'une patiente qui a une prothèse mammaire mise en place, elle a un risque, vers 7-8 ans, d'avoir une rupture de sa prothèse mammaire. Ça représente 5 à 8% des cas, d'avoir une rupture de la prothèse mammaire qui imposera un changement de prothèse. Donc ça, on sait très bien, une patiente, quand elle bénéficie d'une implantation de prothèse mammaire, qu'elle aura une deuxième chirurgie, peut-être dans 5 à 8% des cas, 7-8 ans après, pour changer la prothèse parce qu'elle s'est rompue, usure, un traumatisme, etc., ou un changement à 15 ans naturel et programmé. Voilà. Par contre, lorsqu'on met en place des greffes de graisse, comme on vient d'en parler, ça c'est définitif. Même si on a repéré une fois, 2 fois, voire 3 fois pour obtenir le volume suffisant, une fois que la graisse est en place, cette graisse, elle est à vie. Sauf si, par exemple, elle maigrit, ben, la patiente maigrira avec, le sein maigrira avec, mais c'est une graisse native qui va s'implanter et devenir en fait autonome comme le reste du sein. On a des seins qui sont parfois plus glandulaires, parfois plus graisseux, parfois à moitié-moitié. En avançant dans l'âge, les seins sont de plus en plus graisseux, mais ça ne change rien. La forme du sein ne change pas parce que le sein est plus graisseux ou plus glandulaire. Voilà. Donc, vous voyez, les augmentations mammaires aujourd'hui, c'est prothèse mammaire donc ronde, lisse. La position, elle est le plus souvent rétropectorale, mais enfin, il y a beaucoup aussi d'adeptes dans la position prépectorale. On choisit l'une ou l'autre en fonction de la patiente, de sa qualité de peau, de texture, tout ça. Enfin, ça, c'est des détails techniques. Donc, prothèse ronde, lisse, ou alors, greffe graisseuse type lipophilie. Voilà. La surveillance des prothèses mammaires, ça reste mammographie, échographie. Classique, on le fait tous les 2-3 ans, on fait une échographie pour vérifier qu'il n'y a pas de souci sur la prothèse. Puis un suivi clinique maintenant qui est important. Et dernier point, le ministère et nous-mêmes, Société Savante, on a souhaité mettre en place un registre des prothèses mammaires, comme ça existe pour d'autres matériaux. Hein. Ça existe pour, par exemple, les implants cardiaques, les pacemakers, tout ça. Il y a un registre national où chaque fois qu'un chirurgien pose un pacemaker, par exemple, là, il va l'intégrer dans le registre. Nous, c'est pareil. Maintenant, pour les prothèses mammaires, on va avoir un registre des prothèses mammaires qui permet d'avoir un suivi longitudinal et national de toutes les prothèses qui sont implantées, dans lequel on va noter la marque de la prothèse, ses références, le type de prothèse, etc. On a des prothèses, il y en a 300, 400, il y en a. C'est les références, ça va être le diamètre, la projection, le volume, tout ça, il y en a tant et plus. Bon. Voilà, donc ce registre nous permet maintenant d'évaluer vraiment ce qui est vraiment posé dans le pays. Et c'est un peu tous les pays qui s'y mettent. Il y a un registre mondial qui s'appelle ICOBRA, ICOBRA, qui suit en fait les implantations mammaires un peu partout dans le monde. Voilà. Les législations sont un peu différentes entre les pays, mais globalement, c'est un peu les mêmes problèmes que tout le monde rencontre. Voilà pour l'implantation mammaire. Nous reviendrons après, si vous voulez, dans la séance questions. Deuxième sujet, la diminution mammaire. Alors, la diminution mammaire, c'est un autre problème. Là, on est parfois dans l'estime de soi, dans l'image corporelle, etc., mais on est aussi dans la souffrance. L'hypertrophie mammaire, c'est du poids. C'est du poids. C'est-à-dire qu'on a des patientes qui ont parfois 2-3 kilos sur le thorax. Imaginez-vous avec, je sais pas, vous mettez une petite cordelette, 1 kilo de sucre, 1 kilo de sucre, et vous baladez avec ça, et vous ne tenez pas une journée. C'est hallucinant. On a des jeunes femmes qui ont 16-17 ans, avec des seins hypertrophiés, mais qui pèsent, mais c'est fou, quoi. Je me dis, mais vous devez avoir le dos. Elle me dit, j'ai le dos en compote, j'ai les cervicales en compote, elles se tiennent comme ça, elles ont tout le poids en avant, c'est des souffrances. Moi, j'en ai vu une 15 ans, alors il y a la souffrance physique, mais il y a aussi la souffrance psychologique. J'ai une gamine de 15 ans au collège qui me dit, mais je ne veux plus aller au collège. On m'appelle airbag. Alors, elle dit, bon. Et moi, elle me dit, on passe devant, tout le monde me dit ça. Donc moi, je ne vais plus au collège, c'est fini. Donc, docteur, vous m'opérez, vous me diminuez les seins, et la mère à côté qui me dit, mais docteur, il faut faire des choses pour elle, parce que moi, c'est fini, c'est déscolarisation. Déscolarisation. Alors, c'est sûr, quand vous faites 115 bonnets H, que vous ne savez pas comment vous habiller, vous avez 15 ans, c'est le problème, quoi. Donc, ce n'est pas que le problème physique, c'est aussi le problème psychologique. On a ce souci-là chez les très jeunes filles. Alors, pourquoi est-ce que les seins poussent comme ça?
hormonale, est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être d'autres raisons. Bon, mais le fait est que il faut bien les prendre en charge. Et la prise en charge, c'est une chirurgie de diminution mammaire. On le voit aussi chez des femmes qui prennent du poids, mais c'est pas tout à fait la même morphologie. C'est des patientes qui sont globalement en surpoids et dans lesquelles elles ont un sein graisseux, en surpoids aussi, etc. Alors, c'est pas la même approche. Encore une fois, vous voyez, comme pour les prothèses mammaires, ben là, on a deux patientèles. Une patientèle de femmes, de jeunes filles même, de femmes plutôt jeunes, avec des hypertrophies d'emblée importantes, avec des corps qui sont finalement pas gros, quoi. Enfin, vous voyez, c'est des personnes qui sont même parfois assez fines, mais avec une hypertrophie probablement purement hormonale, avec des récepteurs hormonaux importants au niveau des glandes mammaires, et c'est de la glande mammaire qui pousse, c'est pas de la graisse. Et une autre type de patiente qui est des patientes en surpoids. Alors, les patientes en surpoids, on leur dit, ben, essayez de maigrir un peu avant, voilà. Bon, voilà. En pratique, c'est compliqué parce que la patiente qui est en surpoids, ben, ses seins participent aussi au surpoids, elle ne peut pas faire du sport, elle ne peut pas... Bon. Donc, parfois, on est quand même obligé de les opérer pour diminuer les seins, ça leur permet d'avoir une activité physique derrière. Alors, vous voyez, notre approche, elle n'est pas systématique de dire, bon, maigrissez d'abord, on vous opère ensuite. Parfois, on ne peut pas. Au niveau des seins, parfois, vraiment, on ne peut pas. Il faut d'abord faire ce geste de diminution mammaire pour leur permettre d'évoluer ensuite. Donc, vous voyez, deux types de patientes, mais on va dire que l'une, c'est plutôt de la glande et l'autre, c'est plutôt de la graisse. Ces hypertrophies mammaires, autant sur l'augmentation mammaire au niveau de la prise en charge sécurité sociale, elle est réservée dans l'augmentation à des malformations ou des agénésies majeures, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a absolument pas du tout de glande mammaire, rien, il n'y a rien, il y a juste un mamelon posé sur le thorax. Là, on a une prise en charge par la sécurité sociale. Pour les autres cas, c'est purement esthétique, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale. L'hypertrophie mammaire, ben, lorsqu'elle est avérée, on évalue à 300 grammes par sein, lorsqu'elle est avérée et qu'elle a des conséquences. C'est-à-dire la sécurité sociale dit, vous avez un sein qui fait 300 grammes, vous avez des soucis psychologiques, vous avez des douleurs dorsales, vous avez des mycoses des plis, vous avez tout ça, ben, on prend en charge, et donc là, il y a une prise en charge par la sécurité sociale. Donc on voit bien que la sécurité sociale, l'assurance maladie, reconnaît la douleur physique, dorsale, niveau mammaire, reconnaît la douleur psychologique avec justement ces problèmes qu'on rencontre. Et là, il y a une prise en charge par l'assurance maladie. Alors, les techniques d'émission mammaire, il y en a plusieurs, mais globalement, on va dire qu'aujourd'hui, ça tourne autour de, imaginez une espèce de rond dans lequel vous enlevez une quille inférieure et vous re-enroulez le rond. Comme un gâteau, vous enlevez une part du gâteau et vous tournez votre gâteau pour le refermer. C'est ça simplement. C'est-à-dire on enlève la partie basse, la quille inférieure, et on re-enroule le sein pour le remodeler. On remet le mamelon, la plaque mamelonnaire, l'aréole, on la repositionne un peu plus haut, c'est un peu descendu, et on refait le sein autour. Voilà. Donc, c'est des techniques qui sont très classiques, qui datent déjà de plus de 40 ans et qui restent d'actualité. On n'a pas fait pas d'invention majeure sur les diminutions mammaires. Ça reste du grand classique. Voilà. Troisième point, si vous voulez, on va aborder les reconstructions mammaires. Alors, la reconstruction mammaire, aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux types de reconstruction mammaire. Vous avez la reconstruction mammaire qui est dite immédiate, c'est-à-dire que vous avez diagnostiqué un cancer du sein chez une patiente, eh bien, on va proposer à la patiente de dire, ben, on vous enlève la tumeur ou le sein, en fonction de la nature exacte du cancer, et on va, eh bien, lors de l'ablation de la tumeur et du sein, on va reconstruire le sein immédiatement et mettre en place une prothèse mammaire, un lambeau, enfin une technique, on va en reparler. Ça s'appelle la RMI, reconstruction mammaire immédiate. C'est une première technique. Ça s'adresse à des femmes qui ne peuvent pas imaginer de vivre sans sein à un moment donné. C'est-à-dire ne peuvent pas s'imaginer sortir du bloc opératoire avec une amputation. Donc, elles demandent. Elles disent, moi, docteur, je ne pourrais pas vivre sans sein. J'ai une bonne image, l'idée que je me fais de moi-même, de mon corps, c'est impossible. Et donc, elles appellent à ça, à la reconstruction mammaire immédiate. L'autre type de reconstruction, plus classique, c'est la reconstruction mammaire secondaire, différée dans le temps, où le chirurgien va faire dans un premier temps l'exérèse de la tumeur, l'amputation du sein, partielle ou totale, quelle que soit la technique, il va refermer, et puis dans un deuxième temps,
une fois que d'autres traitements auront été associés, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, tout ce qu'on voudra, une fois que ça s'est fait, qu'on est cicatrisé, qu'on est fini, hein, qu'on est en rémission ou guérison, plusieurs mois après, 1 an après, 2 ans après, la patiente dira, maintenant je souhaite bénéficier d'une reconstruction mammaire. Et là, c'est une deuxième chirurgie qui va reconstruire le sein. Alors, sur les techniques de reconstruction, on va dire qu'il y a plusieurs techniques qui se conjuguent, mais aussi qui sont en comparaison l'une à l'autre. Alors, la première, c'est les reconstructions avec les prothèses mammaires. Ce qu'on a dit, donc jusqu'à il y a 2-3 ans, on avait les reconstructions mammaires avec des prothèses dites anatomiques qui donnaient cette forme. Aujourd'hui, on ne les a plus, donc ces prothèses uniquement rondes et lisses. Donc, reconstruction mammaire immédiate, ça peut être avec des petits lambeaux ou une prothèse. Voilà, d'emblée une prothèse. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de matière devant, de peau, pour protéger ces prothèses. Reconstruction mammaire immédiate, ça peut être l'autre technique avec des lambeaux. Les lambeaux, c'est on va prendre de la peau, de la graisse, du muscle sur la patiente elle-même et on va l'amener dans la perte de substance, dans le trou créé par l'exerce du cancer, de la glande, du sein. Donc, vous voyez, du vivant, lambeau, ou des prothèses. Ça, c'est une reconstruction mammaire immédiate. Et en reconstruction mammaire différée, on va voir la même chose, la prothèse, les lambeaux et la graisse, qu'on avait aussi pour l'esthétique. Vous voyez, on va voir ces 3 techniques. Alors, dans les lambeaux, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une opposition entre 2 types de lambeaux, et vous entendez souvent parler, ce sont tous les lambeaux qu'on appelle dits musculocutanés pédiculés, c'est-à-dire que le lambeau reste attaché à la patiente, vascularisé, et on va l'amener, en particulier des lambeaux de grande dorsale, qui sont très classiques, on amène du muscle, de la peau, de la graisse, et ce qu'on appelle les dièpes. Alors le dièpe, c'est la grande mode parce que c'est un lambeau qui va être pris sur la paroi abdominale, il va être soulevé, enlevé, déposé, mis sur la table, récupéré et rebranché, c'est-à-dire qu'on va brancher artère et veine, faire ce qu'on appelle les anastomoses, coudre l'artère à une artère donneuse, receveuse, la veine pareil, on va le mettre en place, le modeler sur le sein qui est parti, faire un nouveau sein avec ce lambeau et on va le vasculariser directement. Vous voyez bien que ça prend du temps. Entre mettre une prothèse mammaire, le temps de faire la loge et mettre la prothèse, on va dire quoi, une demi-heure, 1 heure. Mais un lambeau type Dieppe, on part pour 5 heures. Il faut aller le prélever, le protéger, le mettre en place, faire les sutures vasculaires sous loupe ou sous microscope, suture de l'artère, suture de là ou des veines, il y en a pour 6 heures. Et on voit bien que là, on se retrouve face à un décalage dans la prise en charge. Parce qu'on a bien vu que les prothèses mammaires, ce n'était pas exempt de problèmes. On l'a vu avec les prothèses mammaires texturées, anatomiques, certaines ont donné des lymphomes. On le voit avec les prothèses mammaires classiques qui peuvent se rompre à 7-8 ans, et avec un résultat qui reste quand même une prothèse mise en place. Et le Dieppe, qui est un lambeau vivant qui va donner un sein qui aura toute la texture d'un sein, avec la peau, avec de la graisse, avec une forme que le chirurgien modèlera sur place, qui donnera la forme d'un sein, et qui reste à vie, pour lequel il n'y aura ni jamais de rupture, de trucs, de machin, de lymphome. Mais c'est 6 heures. Ça veut dire que, imaginez un chirurgien lambda, ce chirurgien, il pourra faire 3 reconstructions ou 4 reconstructions mammaires par prothèse, dans le temps où son collègue fera une reconstruction mammaire par lambeau. Dieppe. On voit bien aussi qu'il y a un autre souci derrière dont on ne parle pas, parce que ce n'est pas politiquement correct, mais une reconstruction mammaire par Dieppe, c'est très très peu payé par l'assurance maladie. Donc du coup, il y a des centres qui disent « Non mais nous, c'est pas possible, chaque fois qu'on fait un Dieppe, on est déficitaire de je ne sais pas combien de milliers d'euros à l'heure. Donc on ne peut pas faire ça, on ne peut pas. L'assurance maladie ne le valorise pas, ne le paye pas suffisamment pour que ce soit juste équilibré. Et donc ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles, probablement, même si on ne peut pas le dire, des raisons pour lesquelles, probablement, qu'il y a moins de reconstruction par Dieppe que ce qui pourrait se faire, probablement. Et il y a certains chirurgiens qui sont des ardents défenseurs de cette reconstruction-là, comme Laurent Lantieri, et qui appellent à faire plus de reconstructions comme ça. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas les moyens dans le pays pour le faire. C'est clair, il n'y a ni des moyens humains, ni des moyens financiers.
Voilà. C'est un gros sujet parce qu'il y a quand même eu le plan cancer. On a quand même dit, bon, il faut faire le plus possible pour aider ces femmes qui ont des cancers et les aider dans la reconstruction. Mais en face, il n'y a pas forcément les moyens. Alors, c'est vrai qu'on voit un peu partout, il y a des moyens pour la France, il y a des moyens pour Renault, mais pour la chirurgie et pour le cancer, il n'y a pas tant de moyens que ça. C'est sûr que il pourrait y avoir un peu plus, quoi. Voilà. Alors, la reconstruction, aujourd'hui, elle ne s'arrête pas à la reconstruction du sein. Il y a aussi une autre part derrière, c'est la reconstruction de l'aréole. Et longtemps, on a fait des chirurgies pour reconstruire une plaque aréolo-mamelonnaire avec un petit mamelon. Bon. Aujourd'hui, très sincèrement, on a de très très bons résultats avec des tatouages. On a des tatouages faits avec des micropigments et on a des personnes qui font ça très très bien. On a des résultats excellents uniquement par le tatouage avec une symétrisation des seins qui est remarquable sur le plan de l'aréole. Dans la reconstruction mammaire, il y a un autre aspect, c'est justement la symétrisation des seins. Lorsque vous avez une patiente qui a été opérée d'un sein, on a enlevé la tumeur, on a reconstruit, mais vous pouvez avoir très bien de l'autre côté un sein hypertrophié, comme on a parlé tout à l'heure, l'hypertrophie mammaire qui bénéficie d'une chirurgie. Et là, on ne peut pas reconstruire un sein hypertrophié. On ne peut pas faire un très 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 gros sein. Ça, c'est pas possible. On ne sait pas faire. Puis c'est même pas légitime. Donc, on va faire un sein dit normal, en volume, en forme. Par contre, le sein non touché par le cancer, lui, il se retrouve trop gros. Et donc, il y a une technique, c'est la symétrisation. C'est-à-dire qu'on va faire la reconstruction mammaire sur le sein gauche, par exemple, et on va faire la symétrisation sur le sein droit. Et ça aussi, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Ils considèrent qu'effectivement, symétriser les seins, avoir des seins symétriques, c'est légitime. Donc, il y a une prise en charge. Voilà. Vous voyez, la reconstruction mammaire, c'est pas seulement reconstruire le sein, c'est une globalité avec le sein contralatéral. Alors, je ne sais pas où on en est sur le temps. Est-ce que j'ai encore 2 minutes ou ouais, je ne sais pas, Manon, ce qu'elle nous donne là. C'est comme vous voulez. Après. Parce qu'il ne restera plus trop de temps pour les questions après. C'est ça, et pour M. Zagame également. Bon. Alors, je vais m'arrêter là, et puis on va laisser parler M. Zagame, et puis on aura peut-être quelques questions après. Merci. Merci, Jacques. Oui, bonjour à toutes et à tous. Yann Zagame, je suis le président de la Société Médicale Z, qui est une société française installée en Touraine, qui fabrique des vêtements compressifs dont l'origine est le traitement des grands brûlés et qui, depuis les années 80 et le développement de la chirurgie esthétique et plastique et de reconstruction, est aussi un des leaders mondiaux de la fabrication de vêtements qui servent à suivre les opérations de chirurgie esthétique et plastique. Suivant. Donc, on vient de parler de chirurgie mammaire et à chaque chirurgie mammaire va correspondre un type de compression. La compression médicale va favoriser bien sûr la lutte contre l'inflammation, contre l'œdème, la rétention des fluides, qui sont des réactions normales post-chirurgicales. L'idée de la compression, ou plutôt du maintien après la chirurgie mammaire, c'est effectivement d'assurer un maintien du tissu ou des implants dans leur position définitive, c'est d'assurer une meilleure rétraction de la peau, suivant, mais c'est aussi et surtout le fait d'assurer un maintien du sein, d'éviter le mouvement des seins naturel lors de la marche ou de l'activité physique et d'en limiter le rebond. En fait, on va aider au sein à rester en place de manière à ce que les patientes ne souffrent pas. Et donc, nous, on a calculé, on a créé des soutiens-gorge dont le maintien est calculé en fonction du rapport poids-volume du sein, ce qui permet de maintenir la glande par le dessous et le côté et d'éviter, de prévenir le phénomène de rebond. Après, en fonction des chirurgies, on va avoir bien sûr plusieurs modèles. Celui de gauche pour vous, le S014, est un soutien-gorge qui a été fait pour la réduction mammaire, dont l'objet est effectivement de bien appliquer le pli sous-mammaire. Vous voyez, il y a une couture qui permet de bien appliquer le pli sous-mammaire, de l'aider à le reformer. On maintient la glande, on évite le rebond.
Quand on a par contre une chirurgie d'augmentation, où là on peut avoir des volumes différents pour un même thorax et surtout une adaptation à l'œdème, on va avoir un soutien-gorge qui s'appelle le S021, qui est un produit qui permet d'avoir des bretelles réglables. Bretelles réglables parce qu'effectivement, on peut avoir une hauteur de torse différente, mais le chirurgien peut avoir aussi la volonté de laisser plus ou moins d'aise à la prothèse pour qu'elle se mette en place. Suivant. Quand on a de très grosses prothèses ou quand on a une patiente dont on sait qu'on a des risques de mouvement de cette prothèse, il y a un phénomène qui s'appelle la fibrose rétractile périprothétique, c'est-à-dire qu'une fibrose va créer un mouvement de remontée de la prothèse. Le chirurgien peut avoir, par prévention, utiliser un soutien-gorge dans lequel il y a un contenseur amovible, c'est le S024, qui permet effectivement de maintenir la prothèse vers le bas. Et comme le docteur Saboy vous en parlait, on fait aussi beaucoup de chirurgie par transfert de graisse, ce qui permet une augmentation mammaire. L'idée, c'est par contre là, il faut maintenir le sein bien par le dessous, mais ne pas appuyer ne pas être trop compressif sur l'implant graisseux pour assurer un bon taux d'emport de graisse. Et donc, on a un soutien-gorge dans lequel on a des rapports de maintien qui sont différents entre le haut et le bas, avec une matière qui est beaucoup moins compressive. C'est le S036, donc qui est plutôt appliqué à ce type de chirurgie. Suivant. Et après, pour des opérations de faible niveau ou des patientes qui veulent un soutien-gorge qui va être médical, mais qui va être un petit peu plus élégant, moins tourné vers le sport et l'activité et plus tourné vers les soirées, pour peu qu'un jour il y ait à nouveau des soirées en France, ce qu'on souhaite tous, effectivement, on va retrouver notre gamme Élégance Z-Bra avec différentes couleurs et différents modèles. Suivant. Et enfin, pour les patientes qui sont dans cette période dont le docteur Saboy parlait, qui était cette période d'attente entre la chirurgie d'exérèse de la tumeur et donc et la chirurgie de reconstruction, où la patiente va devoir avoir ce qu'on appelle une prothèse externe qui va lui permettre d'avoir un volume mammaire qui soit cohérent à droite et à gauche. On vient de sortir un soutien-gorge qui permet d'insérer des prothèses externes dans le soutien-gorge pour avoir une nature de sein qui soit normale, habillée. Suivant. Ensuite, effectivement, cette chirurgie, notamment de reconstruction, de réduction, peut apporter des problèmes cicatriciels de suite post-opératoire, et notamment d'hypertrophie cicatricielle, dans le cas de patientes qui font des hypertrophies. Et donc, on a une technologie de gel de traitement qui permettent de prévenir l'hypertrophie cicatricielle. Suivant. Et je vous remercie. Voilà, donc j'ai réussi à rester dans le timing en ayant une présentation assez courte, et je redonne la main à Manon pour qu'elle organise les questions avec le docteur Saboy, j'imagine. Merci à toutes et à tous. Juste avant, je voudrais rebondir et pour ceux qui nous écoutent, leur montrer l'enchaînement, c'est pas un hasard, et vous voyez bien tout l'intérêt d'une société avec qui on est partenaire, avec qui on travaille, de suivre l'activité chirurgicale, les progrès chirurgicaux. On voit bien dans le discours de M. Dagamé que les soutiens-gorge sont adaptés à nos gestes chirurgicaux. On le voit sur les greffes graisseuses, on le voit sur la reconstruction dans un deuxième temps, il a très bien montré. Et on voit bien que nous, c'est un apport important de pouvoir dire à nos patientes, eh bien, la suite, ça va se passer comme ça. Et c'est vraiment, moi je pourrais dire, ce partenariat permanent entre la société de chirurgie plastique et une société comme celle de M. Dagamé, ben, ça nous permet d'avancer pour le service des patientes, c'est indéniable. Parce qu'un soutien-gorge, par exemple, qui va nous comprimer une greffe graisseuse, va nous l'anéantir. Donc, vous voyez, donc vraiment, depuis, ça fait 40 ans qu'on travaille ensemble, et c'est vrai que pour nous, ça a été vraiment, c'est un plus au quotidien d'avoir, et c'est pas étonnant qu'on fasse ce webinaire ensemble aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a l'habitude de bosser ensemble, et on est en permanence en retour, les techniques avancent comme ça, nous, on s'adaptera comme ça, est-ce que vous pourriez nous aider dans ce sens-là, il faudrait moins comprimer sur ça, sur ça. Et ça, cet aller-retour permanent entre, en fait, la société commerciale, enfin, la société qui fabrique un appareil médical, et le chirurgien,
c'est formidable parce que ça rend service à nos patients. Voilà. C'est juste pour rebondir sur ce qu'avait dit M. Zagami. Voilà. Merci, docteur. Ok, merci à tous les deux pour cette présentation. J'avais une petite question, c'est est-ce que vous avez remarqué une évolution au niveau de l'âge de vos patientes, docteur? Est-ce que ça diminue? Est-ce que... Oui, alors, il y a effectivement une évolution. Je pense que c'est, je vous ai parlé sur l'augmentation, vous parlez, parce que diminution, ça a toujours été, il y a toujours eu des patientes, des jeunes patientes en souffrance à cause d'une hypertrophie depuis des années. Donc celles-là, on les a opérées même tôt, même mineures, hein, parce que la douleur est telle, autant physique que psychologique, qu'on les opère depuis longtemps. C'est plutôt sur l'augmentation mammaire que ça a changé. Il y a de plus en plus de patientes plus jeunes, c'est-à-dire des 16 ans, des 17 ans, 18 ans, qui viennent en consultation pour se renseigner parce qu'elles sont réglées aussi beaucoup plus tôt. La moyenne aujourd'hui, c'est 12 ans. C'était 13 ans, c'est passé à 12 ans, 11 ans. Donc, elles savent très bien, après 3-4 ans, que c'est fini, que les seins ne vont pas grandir. Donc, à 15 ans, 16 ans, ça veut bien que ça ne va pas avoir une croissance mammaire importante. Et donc, on a une demande. Alors, ça pose un problème parce que la minorité en chirurgie esthétique, purement esthétique, c'est quand même un souci parce que est-ce qu'à 16 ans, on a une construction de l'image de son corps qui est bien terminée? Donc, c'est vrai que nous, on conseille de faire de consultations, de venir avec les parents, d'expliquer les choses, de bien réfléchir. On essaie de s'approcher le plus possible des 18 ans et on essaie de ne pas faire d'implantation prothèse mammaire avant 18 ans. Voilà. Moi, je n'en ai jamais fait à 17 ans, mais c'est vrai qu'on a des demandes. La demande est liée, c'est manifeste. Je pense que l'époque du selfie et de l'image du corps, c'est de plus en plus, quoi. On le voit. Mais ce n'est pas que sur les prothèses mammaires, hein. C'est l'augmentation de volume global. On est dans une société où le volume est devenu un signe de réussite. Réussite. C'est-à-dire que si vous avez des petites lèvres, des petits seins, des petits tout, ben, vous êtes un loser, quoi. Voilà, elles me disent, les filles, elles me disent, mais moi, mais ça veut dire que je suis une loseuse. Vous voyez, quand on regarde toutes les filles sur les chats, les influenceuses et les influenceuses, il faut avoir du volume, quoi. Voilà, donc c'est du volume sur les fesses, c'est du volume sur les seins, c'est du volume sur les pommettes, c'est du volume sur les lèvres. Voilà. Donc on est dans une époque de volume, voilà, globalement. C'est indéniable. Ok. Il y a une question, c'est comment s'assurer de l'efficacité du soutien-gorge post-opératoire, car c'est difficile de comparer les marques. Des marques, il n'y en a pas beaucoup déjà. Et quand vous avez l'habitude de travailler avec une société justement qui est à l'écoute des chirurgiens, c'est vite fait, hein. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas photo, hein. Je crois qu'il suffit de demander aux chirurgiens, et les chirurgiens ont tous l'habitude, hein. Ils travaillent, ils connaissent tous, hein. On est obligé de mettre un soutien-gorge derrière, parce que si on veut justement s'assurer de cette qualité de résultat, il faut bien que dans les 6 premières semaines, on ait une contention. Quoi que ce soit, si vous faites une chirurgie du pied, vous mettez une contention. Si vous faites une chirurgie des seins, vous mettez une contention. Ben, c'est le soutien-gorge. Si on met quelque chose avec une armature classique, métallique, ça va être n'importe quoi. S'il n'y a pas des renforts spécifiques aux zones justement dont on a besoin par rapport à la chirurgie, on n'a pas envie que le sein et la prothèse se baladent vers le milieu, on n'a pas envie qu'elle parte sur le côté là-bas derrière. Nous, on crée une loge, mais on peut très bien voir s'il y a des mauvais appuis, la loge, elle peut s'élargir. Donc vraiment, on a besoin de choses très, très... À la limite, vous savez, il y a une époque, moi je me rappelle ça, pas très fun, mais c'est un gars qui dit plétex. Vous voyez, j'ai le souvenir de patients qui avaient des plétex et ils me disaient, mais ça, au moins, ça me tient bien les seins. Ben, plus on s'approche de soutien-gorge qui tiennent bien les seins, ben, mieux c'est, quoi. Voilà. C'est vrai que nous, on a l'habitude de travailler avec DKZ parce que les soutiens-gorge sont adaptés, ce que je vous dis encore tout à l'heure, quoi. Ils sont à l'écoute des besoins des chirurgiens et les chirurgiens savent très bien ce dont ils ont besoin. Ok, peut-être, Monsieur Zagami, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, ce qui est avant tout essentiel, c'est que les produits soient de bonne qualité et comme le disait le docteur Savoy, nous, on ne crée rien. La seule chose qu'on fait, c'est adapter des dispositifs de compression à des pathologies post-opératoires. Et ce qu'on fait essentiellement, ça s'appelle Medical Z parce que ce qu'on fait, ce sont des produits médicaux. Même si on essaie de les rendre un petit peu plus attrayants ou un petit peu plus tournés vers le sport, avant toute chose, il y a une fonction médicale à l'orthèse post-opératoire. C'est une orthèse post-opératoire qui est un produit d'ailleurs de prescription.
Oui, mais il y a exactement la même chose. Vous avez fait, Stémica Z, vous avez fait un compressif du cou Oui. pour les lifting. Ben, les plis, les coutures que vous avez mises correspondent parfaitement à nos voies d'abord et de suture, donc c'est tout à fait adapté. On prescrit. Après, un lifting cervico-facial va prescrire le press lift facial que vous fabriquez. Il est tout à fait adapté. C'est vraiment un produit adapté. Voilà. Absolument. Une autre petite question. Peut-on allaiter quand on porte des prothèses mammaires? Peut-on aller, excusez-moi, je me branche. Peut-on allaiter? C'est C'est ça. ça? Alors, bien sûr qu'on peut allaiter, parce que la plupart des techniques, quand même, elles passent sous la glande mammaire, elles ne touchent pas la glande mammaire. Donc, à part une technique qui traverse la glande, et toutes les techniques qui passent par voie sous-mammaire ou par voie axillaire, elles passent sous la glande, sous le muscle. Donc, en fait, la glande, on ne la touche pas, on ne l'abîme pas. Je crois qu'il faut privilégier ces techniques-là. On ne touche pas la glande, on ne touche pas la plaque aréolo-mamelonnaire. Et donc, du coup, ben, votre sein, il vit normalement, quoi. C'est comme si vous mettiez la prothèse sous le ventre ou sous les cuisses. On ne touche pas la glande, donc vous pouvez allaiter. Ok, et enfin une dernière question. Est-ce que les cicatrices sont voyantes et comment les diminuer? En tout cas, sur quelle durée il faut porter, par exemple, le gel dont vous avez parlé? Alors, pour les cicatrices, d'abord, on parle de voie d'abord. La voie d'abord, c'est l'incision par laquelle on passe pour mettre la prothèse ou faire une chirurgie, quelle que soit. La voie d'abord. Lorsque la cicatrice de l'abord est sous ma mère, ça fait juste un petit trait horizontal. Et c'est vrai que déjà, le simple fait de la comprimer, cette cicatrice, avec la bande élastique basse du soutien-gorge, ça permet d'avoir une meilleure qualité de cicatrice. Toutes les cicatrices qui sont comprimées sont de meilleure qualité. C'est comme ça. Parce qu'en fait, on dévascularise la cicatrice et du coup, toutes les réactions inflammatoires, toutes les réactions de fibrose diminuent. On a toujours une meilleure qualité de cicatrice. Donc déjà, la première chose, voie d'abord inférieure et compression par le soutien-gorge, déjà, vous assurez 6 semaines de compression sur la cicatrice, donc déjà une bonne cicatrice, déjà, à la base. Ensuite, c'est vrai qu'on peut compléter avec d'autres techniques. Il y a, on va parler tout à l'heure, des gels, soit des gels à base de silicone, etc. Il y a aussi maintenant des techniques type Urgotouch, où on va faire une application de laser sur la cicatrice, qui permet aussi d'améliorer. Il y a beaucoup de techniques qui permettent d'améliorer le massage, il y a plein de techniques pour aider à cicatriser, à avoir une meilleure cicatrice. Ça, c'est indéniable. Après, ça dépend aussi faut dire ce que c'est, de la qualité technique du chirurgien. S'il fait des gros points mascagnés, c'est pas beau. S'il fait un joli surjet avec des points à l'intérieur qui s'appliquent, c'est plus joli. Il y a ça aussi. Hein. Et oui, c'est une réalité. Ok. Est-ce que, Monsieur Zagamé, vous souhaitiez rebondir là-dessus sur les différents... Non. Le docteur Saboy a tout à fait résumé. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'effectivement, la patiente soit aussi partie prenante dans le traitement. C'est-à-dire qu'effectivement, une patiente qui ne va pas mettre son soutien-gorge, qui ne va pas mettre ses gels alors qu'elle sait qu'elle fait des cicatrices hypertrophiques, on ne peut pas lutter. Mais en règle générale, une patiente qui suit les recommandations et qui applique bien le traitement, on arrive à des résultats esthétiques qui sont extraordinaires. Ok. Bon, ben, en tout cas, merci à tous les deux pour votre participation à ce webinaire. Merci Merci à vous. à toutes et à tous d'y avoir participé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Nous, on vous met en relation avec Monsieur Zagamé ou avec le docteur Saboy. Donc, n'hésitez pas à me recontacter. Ce sera avec plaisir que d'échanger un peu plus. Voilà. Ben, merci à tous. Merci Manon. À très Merci, bientôt. au revoir. Merci, au Merci, revoir. Angèle. Merci. Au Merci à revoir. tous. Merci, au Au revoir. revoir.